Dans cette vidéo, on va parler de la sémiologie sanguine. Ça va être la première partie qui contient les anémies, l'autre chapitre des coagulopathies. Je vais essayer de le faire dans une autre vidéo. Alors, tout d'abord, on va faire un rappel physiologique sur les constituants du sang. Il faut savoir que le sang qui circule dans notre organisme, il a deux phases. On a la phase liquide, qui est le plasma, et la phase solide, qui contient les éléments figurés, qui sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. On va commencer avec les globules rouges. Les globules rouges, c'est des cellules qui sont dépourvues de noyaux, ils n'ont pas de noyau, et ils contiennent de l'hémoglobine. C'est quoi l'hémoglobine? C'est une protéine qui est spécialisée dans le transport de l'oxygène. Voilà, donc ces globules rouges, ils sont évalués grâce à trois paramètres. Premièrement, on va parler de la numération des globules rouges par millimètre cube. Ensuite, le taux d'hématocrite. Le taux d'hématocrite, c'est quoi? C'est le volume occupé par les globules rouges par le sang total. Voilà. Il faut connaître ces notions pour ne pas se perdre. Ensuite, on a le taux d'hémoglobine qui est exprimé en grammes. Donc, premièrement, la numération des globules rouges par millimètre cube. Chez la femme, elle doit avoir de 4 à 5 millions et demi de globules rouges par millimètre cube. Et pour l'homme, il doit en avoir plus, donc 4,5 à 6,5 millions. Voilà. Ok. Et pour le taux d'hématocrite, pour la femme, son taux d'hématocrite doit être, c'est un pourcentage, hein, parce que c'est le volume occupé par les globules rouges sur le sang total. Donc automatiquement, ça va être un pourcentage. Pour la femme, c'est de 38 jusqu'à 47%. Et pour l'homme, ça va être un peu plus, donc 42 à 54%. On passe au taux d'hémoglobine, qui est exprimé en grammes pour 100 millilitres. L'hémoglobine chez la femme doit être de 12 à 16 grammes. Si c'est inférieur à 12, on va dire que cette femme, elle a une anémie. Voilà. Et pour l'homme, ça doit être de 14 à 18. Si ça va être en dessous de 14, c'est que cet homme, il est anémique. Voilà. Ensuite, on a les indices hématimétriques. Ici, je vous propose de faire un zoom, c'est-à-dire vous allez les écrire dans une grande feuille et les coller dans votre bureau. Parce qu'au début, vous n'allez pas pouvoir apprendre toutes ces notions directement. Voilà, on va dire. Alors, on a le volume globulaire moyen et la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. On a le VGM et le CCMH. Donc, dès maintenant, je vais vous dire. VGM normal, c'est que vous allez prendre la notion de normocytaire, c'est que la cellule elle est normale. VGM inférieur à 80, vous allez dire c'est microcytaire, c'est petit, c'est microcytaire. VGM supérieur à 95, vous allez dire macrocytaire, c'est-à-dire la cellule elle est trop grande. Voilà, et puis vous avez cette loi, vous allez l'apprendre, c'est que le VGM est égal c'est le taux d'hématocrite, c'est l'hématocrite, sur le nombre de globules rouges en millions fois 10. Donc chez une personne normale, on va dire une femme normale, on va la calculer. Le VGM est égal à l'hématocrite, on va dire 38. Sur le nombre de globules rouges, on va dire 5 millions. Donc vous faites 38 sur 5 fois 10 et vous allez calculer. Et pour CCMH, on a le CCMH normal, il est entre 32 et 36. C'est-à-dire, il y a la fourchette, il y a 32, 36. Entre 32 et 36, c'est normochrome. Inférieur à 32, c'est hypochrome. Voilà. Et vous avez la loi, vous allez la prendre. CCMH, c'est l'hémoglobine sur l'hématocrite. Donc, l'hématocrite est en bas. C'est le VGM, l'hématocrite est en haut, fois 100. Voilà. Alors, normalement, les hématies sont normocytaires. Oui, les globules rouges, c'est-à-dire les hématies dans leur état normal, sont normocytaires et sont normochromes. La couleur tahom est normale par rapport à normochrome et normocytaire, leur taille est normale. CCMH normal et VGM normal. Alors, pour VGM, c'est normocytaire, pour CCMH, c'est normochrome. Alors, on passe pour les globules blancs. Les globules blancs, ok, pour les globules blancs, c'est des cellules nucléées
Ils ont des noyaux, ils sont spécialisés dans la défense de l'organisme. On a une base, on connaît ça. Les chiffres normaux sont compris entre 4000 et 10 000. Ensuite, on va se détailler pour les polynucléaires ou les granuleux. Ils représentent 50 à 70% de ces 4000 ou 10 000. Donc c'est un pourcentage. Le cas clinique, il y a tout comme soit les globules blancs sont par exemple à 6 000. Et on va vous dire que les polynucléaires ou les granuleux sont à 60%. Donc vous allez calculer. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font les polynucléaires ou les granuleux? Ils assurent la défense immédiate contre les bactéries par phagocytose. Ensuite, on a les lymphocytes. À l'état normal, ils représentent 20 à 40%, soit 1500 à 3000. Voilà. Ensuite, les monocytes, 1500 à 3000 par millimètre cube. Ensuite, il y a le giga par litre. C'est des unités. Pour les monocytes, c'est de 100 à 700. Voilà, ils ne sont pas trop nombreux les monocytes. Ensuite, on a les plaquettes. Les plaquettes, leur nombre normal est de 150 000 à 400 000. Donc, les plaquettes, taux de plaquettes normales, 150 000 à 400 000. Elles sont évaluées par le frottis sanguin. Quand on va trouver une thrombopénie, c'est-à-dire le taux de plaquettes qui est inférieur à 150 000, on doit systématiquement faire un frottis sanguin pour vérifier si c'est vrai ou pas. Je chauffe les plaquettes à domal et voilà. Ensuite, définition d'une anémie. C'est quoi une anémie au juste? L'anémie est définie comme une diminution du nombre des globules rouges, du taux d'hématocrite et de l'hémoglobine. Donc les trois paramètres, globules rouges, hématocrite et hémoglobine. Mais la meilleure définition de l'anémie, c'est la diminution de taux d'hémoglobine. Donc vous allez colorer ça. C'est la diminution du taux de l'hémoglobine. Parce que parfois, on va trouver les globules rouges, le nombre de globules rouges qui est élevé, mais l'hémoglobine, du coup, on a une anémie ici. Voilà. Alors, car cette dernière, elle reflète la valeur fonctionnelle des globules rouges. Parce que là, on a la valeur fonctionnelle des globules rouges, l'hémoglobine. Il s'agit d'un symptôme biologique et non pas d'une maladie. C'est un symptôme biologique et ça se manifeste cliniquement par la pâleur des téguments et des muqueuses. Le patient, il va être pâle, les muqueuses et les téguments. C'est-à-dire la paume de la main, les conjonctives, etc. On passe à la physiopathologie. Bon, pour tout ce qu'on vient de voir, je vous propose aussi d'écrire quand même les normes, les nombres, t'as les globules rouges, t'as les globules blancs, VGM, CCMH, etc. Comme ça, les cas cliniques, t'as tout la feuille TACOM et vérifier. Ensuite, comme dit, parce qu'après, en 4e année, vous allez faire hémato et ça sera ça. Donc, pour la physiopathologie, à l'état normal, les globules rouges sont fabriqués par la moelle. Ça s'appelle l'érythropoïèse. Les globules rouges, les érythrocytes sont fabriqués par la moelle, c'est l'érythropoïèse. Ensuite, on doit connaître les matériaux indispensables pour cette érythropoïèse. On a le fer et les facteurs antipernicieux. Le fer, on le connaît tous. Qu'est-ce qui permet de faire le fer? Il nous permet de synthétiser l'hémoglobine. Ensuite, on a les facteurs antipernicieux, la vitamine B12 et la vitamine B9. La vitamine B9, on l'appelle l'acide folique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont indispensables pour la synthèse de l'ADN et donc de la multiplication cellulaire. Donc, le fer pour l'hémoglobine et les facteurs antipernicieux B12 et B9 pour l'ADN et la multiplication cellulaire. Et on a les hormones qui régulent cette érythropoïèse. On a l'érythropoïétine, les hormones de la thyroïde, les androgènes et la STH. Donc, l'érythropoïétine qui est d'origine rénale, elle augmente en cas d'hypoxie. Et les hormones thyroïdiennes, T3, T4 et les androgènes, etc. On a une remarque, c'est que les réticulocytes sont les précurseurs immédiats des hématies. La moelle osseuse, on libère 1% environ chaque jour. C'est-à-dire, la moelle osseuse, elle va libérer 1% chaque jour, mais les réticulocytes à l'état normal. Donc, les précurseurs des globules rouges, c'est les réticulocytes. Parce que le taux de réticulocytes, on sait quoi? S'il y a des réticulocytes, c'est-à-dire qu'on va avoir des globules rouges. Si on n'a pas de réticulocytes flammoyés, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de globules rouges parce que c'est leur précurseur. Donc, la durée de vie normale des globules rouges,
on la connaît tous. C'est le globule rouge, il vit 120 jours. Ensuite, il va être détruit d'une façon physiologique et va rejoindre la rate. Il faut savoir qu'il existe un équilibre entre l'érythropoïèse et l'hémolyse des globules rouges, c'est-à-dire la destruction des globules rouges, qui a toujours un équilibre. Ensuite, s'il y a une rupture entre ces deux paramètres, on aura une anémie. Ensuite, on va parler des mécanismes de l'anémie. Donc, on a les anémies régénératives, c'est-à-dire périphériques. Le problème, il est périphérique. Quand on dit régénératif, ça veut dire on a les réticulocytes. C'est-à-dire que la moelle, elle produit le globule rouge. Le réticulocyte, il est là. Le précurseur du globule rouge, il est là. C'est-à-dire le problème, il n'est pas central. Quand on dit central, c'est-à-dire que le problème, il est dans la moelle. Non, le problème n'est pas dans la moelle. Donc, l'anémie, elle est régénérative, elle est périphérique. Alors, la moelle osseuse, elle est normale. On observe une hyperréticulocytose. Les réticulocytes, plus de 120 000. Les réticulocytes normaux, bon, on va prendre le chiffre, plus de 120 000, c'est-à-dire régénératif. Inférieur à 120 000, et l'anémie, elle n'est pas régénérative. Donc, l'anémie régénérative périphérique, c'est-à-dire comme la moelle osseuse, elle est normale, elle produit les réticulocytes et on va trouver une hyperréticulocytose supérieure à 120 000. Ça soit par raccourcissement de la durée de vie des hématies, c'est-à-dire on va avoir une hémolyse pathologique, c'est-à-dire les globules rouges ne vont pas vivre 120 jours mais moins, soit d'origine corpusculaire ou là d'origine extracorpusculaire. D'origine corpusculaire, on a l'anémie hémolytique congénitale qui intéresse soit l'enzyme, l'hémoglobine ou la membrane. C'est l'anémie hémolytique congénitale. Enzyme, le problème avec l'enzyme, l'hémoglobine ou bien la membrane. Ensuite, on a le problème, il est extracorpusculaire, c'est-à-dire l'anémie, elle est hémolytique acquise due à un facteur plasmatique. Voilà, un régénératif. Ou bien, on a une perte excessive des globules rouges par une hémorragie abondante. Donc, c'est une perte excessive de globules rouges. Il est là, le globule rouge. C'est pas une hémolyse pathologique, donc c'est une perte excessive. En cas d'hémorragie abondante. Après, on a les anémies arégénératives, c'est-à-dire centrales. Arégénératives, c'est-à-dire les réticulocytes sont inférieurs à 120 000. Après, c'est-à-dire il n'y a pas de production de globules rouges. Le problème, il est central. On a une insuffisance de production par la moelle. Le taux des réticulocytes, il est normal ou bas. Donc on peut le trouver normal, c'est-à-dire 120 000, ou il va être bas. Là, le problème, il compte soit par insuffisance de matériaux, soit on n'a pas du fer ou on n'a pas les facteurs anti-pernicieux, on n'a pas de la vitamine D ou la B12, c'est-à-dire l'érythropoïèse. Voilà, les matériaux ne sont pas disponibles. Ou bien une anomalie de la sécrétion de l'érythropoïétine. Là, on va la trouver en cas d'insuffisance rénale. Ou bien anomalie par la moelle osseuse. Anomalie de la moelle osseuse, c'est-à-dire anomalie médulaire. Ça va être secondaire par un envahissement des cellules malignes. On va parler de leucémie. Leucémie, c'est-à-dire on va trouver des cellules malignes au niveau de la moelle osseuse, au niveau médulaire. Ou bien anomalie primitive réalisant l'insuffisance médulaire. On passe maintenant à l'étude sémiologique et à la clinique. Il faut savoir que l'anémie, elle sera suspectée cliniquement, c'est-à-dire le patient, il vient, vous allez le voir, le remarquer qu'il est pâle et tout. Et ensuite, vous allez le confirmer biologiquement. Vous allez demander un bilan, une FNS et tout. Alors, on commence par la pâleur. La pâleur, c'est un signe capital, mais il n'est pas toujours un signe d'anémie. Ça peut être masqué par l'ictère ou par une hyperpigmentation. Donc, pas toujours une personne pâle, c'est-à-dire qu'elle est anémique. Ensuite, je vous directement les muqueuses, parce qu'un sujet anémique, il va présenter toujours une décoloration des muqueuses, qui est un caractère plus fidèle de la peau. Après, la pâleur discrète, elle est recherchée au niveau du lit inguinal, des muqueuses, c'est-à-dire on chauffe les lèvres, les gencives, les conjonctives, donc principalement les muqueuses. Ensuite, au niveau des paumes de la main, on va remarquer une disparition de la teinte plus foncée des lignes de la main, parce que les lignes de nos mains, si vous allez voir, c'est plus foncé.
mais un sujet anémique, il y aura une disparition de cette teinte. Et ça évoque une perte de plus de 50% de taux d'hémoglobine. Donc, c'est bon, vous imaginez ça. Les autres signes, on va voir que la peau, elle est sèche et écailleuse. Il y a aussi une possibilité de trouver un ulcère chronique de la jambe. Là, c'est spécifique d'une anémie hémolytique congénitale. Je vais vous dire que c'est la drépanocytose chez un sujet qui a plus de 15 ans, mais c'est pas important pour vous maintenant. On peut trouver aussi les troubles des fanères. Les troubles des fanères, c'est spécifique de l'anémie par carence en fer. On va trouver les poils et les cheveux qui deviennent secs et cassants et rares. On a la notion de la koilonichie, c'est-à-dire que les ongles vont devenir fragiles et cassants, striés et parfois concaves. Ça évoque une carence en fer, voilà. Pour les signes cardiovasculaires, bon, on va parler premièrement des anémies aiguës, ensuite les anémies chroniques, les anémies modérées, ensuite sévères. Pour les anémies aiguës, leur mode d'installation, il est brutal. Et l'hémorragie, elle est de grande abondance. On va trouver des signes fonctionnels et des signes physiques d'état de choc, de type de polypnée, refroidissement des extrémités, agitation, le patient il est agité, son pouls il est rapide et filant et petit, la tension artérielle elle est basse, on a une oligurie, les veins périphériques sont collabés et la pression veineuse centrale elle est diminuée. D'où ils sont à apprendre, c'est les signes de l'état de choc. Je suppose que vous les connaissez. Je crois physiopathe, voilà. Pour la chronique, son mode d'installation il est progressif. Les signes physiques et fonctionnels vont être en fonction de l'intensité de cette anémie. Pour la modérée, les signes fonctionnels on va les voir à l'effort. On va voir que le patient il est dyspnéique s'il va faire un effort et il y aura des palpitations. Pour les signes physiques, on va suspecter un souffle systolique à l'auscultation, un souffle systolique de pointe d'une insuffisance mitrale fonctionnelle et parfois un souffle à la basse. On a aussi les signes radiologiques, c'est-à-dire on va voir une augmentation de l'indice cardiothoracique et on va remarquer des troubles de la repolarisation. Modérée. Ensuite, FLA sévère. La sévère, on a un tableau d'insuffisance cardiaque globale. Fonctionnel, flécine fonctionnelle, on a une dyspnée permanente avec une tachycardie. Et flécine physique, on a insuffisance cardiaque globale, c'est-à-dire les signes droits et les signes gauches. On a une hépatomégalie congestive, ça concerne le cœur droit. Et on a un œdème des membres inférieurs et des douleurs angineuses, c'est chez le sujet âgé. Il y a également d'autres signes, les signes neurologiques, les signes gastro-intestinaux et on a aussi la splénomégalie. Pour les signes neurologiques, on a le céphalée, les vertiges, l'hypothymie. Quand c'est neurologique, c'est directement la vitamine B12 parce que la vitamine B12, elle est aussi responsable de la synthèse de la myéline. Tout ce qui est myéline, c'est les nerfs, c'est une substance qui recouvre les nerfs du coup. Sa carence, elle va provoquer des troubles neurologiques. Céphalée, coma, vertige, hypothymie, plus rarement des paresthésies qui sont provoquées par la carence en vitamine B12. On recherche un syndrome cordonal postérieur, une atteinte des cordons postérieurs de la moelle associée à des troubles d'équilibre et de la marche. La vitamine B12, c'est plutôt la sclérose combinée de la moelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en neuro. C'est une combinaison entre le syndrome pyramidal et le syndrome cordonal postérieur. Voilà. Et pour les signes gastro-intestinaux, on a la glossite, dysphagie, des nausées et diarrhée. Pour la splénomégalie, elle est de taille variable, ça se voit au cours des anémies hémolytiques chroniques. Il faut que ça soit chronique, لازم تطول باش la rate تكبر. Voilà. ما حاجة تكبر tout d'un coup d'une façon aiguë, donc c'est chronique. Ou là, les hémopathies malignes, c'est les leucémies, etc. Ou bien en cas de carence en fer.